Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une institution assez unique en son genre, qui a traversé les rois, les révolutions, les siècles, pour rester l'un des théâtres les plus prestigieux au monde. Je parle bien sûr de la Comédie Française. Alors c'est la grande question, non? Comment une institution pareille fait-elle pour durer aussi longtemps? On ne parle pas juste d'un bâtiment, mais d'un organisme vivant, avec une longévité qui force le respect. Allez, on va jeter un œil ensemble derrière le fameux rideau rouge. On va commencer par ce que tout le monde connaît, la partie visible de l'iceberg, le bâtiment lui-même. La fameuse, l'emblématique salle Richelieu. L'histoire de ce lieu, c'est vraiment une histoire de résilience. Inaugurée en 1790, elle devient le port d'attache de la troupe en 1799. Mais le truc le plus fou, c'est qu'en 1900, un incendie la ravage complètement et elle est reconstruite à l'identique la même année, un exploit technique pour l'époque. Et bien sûr, elle continue d'évoluer avec de grosses rénaux 21e siècle. Et voilà à quoi ça ressemble. On sent presque le poids de l'histoire rien qu'en regardant l'image. Il faut s'imaginer toutes les pièces qui ont été jouées là, tous les acteurs qui ont foulé cette scène, tous les applaudissements qui ont résonné ici depuis plus de 200 ans. Ça donne le vertige. Bon, maintenant qu'on a vu les murs, passons à ce qui fait vraiment vivre l'institution, son cœur battant. Une structure de coopérative totalement unique qui est dirigée par les acteurs eux-mêmes. Au centre de tout, il y a donc la troupe. Ce n'est pas juste une collection de talents individuels, c'est un vrai collectif. D'ailleurs, leur devise, Simul et Singulis, résume ça parfaitement. L'idée, c'est d'allier la force du groupe avec la singularité de chaque artiste. Être ensemble et être soi-même. Alors, comment on devient membre de cette troupe? Eh bien, le parcours est très clair, très structuré. On commence comme pensionnaire. C'est un peu la première marche. Puis, après au moins 1 an, on peut être élu sociétaire par les autres. Et là, ça change tout. On devient un membre à part entière de la société, un actionnaire. C'est un engagement énorme. Pour avoir une idée de la taille, voilà la composition actuelle. Ce qui est intéressant, c'est de voir cet équilibre. Assez de sociétaires pour assurer la stabilité, un flux de pensionnaires pour amener du sang neuf, et puis les honoraires qui sont là pour transmettre la mémoire. Et au sein des sociétaires, il y a une figure très spéciale, le doyen. Attention, ce n'est pas forcément le plus âgé, mais bien celui qui a le plus d'ancienneté. C'est en quelque sorte le gardien des traditions, de la mémoire vivante de la troupe. Très bien, on a les acteurs. Mais comment le spectacle prend-il vie? Pour ça, il faut passer en coulisses et découvrir le monde secret des artisans. Sans eux, il n'y a tout simplement pas de représentation. C'est là que ça devient fascinant. La Comédie Française, c'est un véritable conservatoire vivant. On y préserve des métiers d'art qui, à notre époque de production de masse, ont quasiment disparu ailleurs. C'est un héritage de gestes, d'outils, de techniques qui se transmet. Et regardez la diversité de ces métiers. Ça va des perruquiers aux forgerons, en passant par les modistes qui créent les chapeaux, ou les tapissiers qui s'occupent du mobilier. C'est une vraie ruche où chaque artisan, chaque geste contribue à créer l'illusion sur scène. Plus de 70 métiers différents. 70. Ce chiffre, à lui seul, il dit tout. Il montre la complexité et la richesse de cette incroyable machine de spectacle. On va aller encore plus loin, encore plus en profondeur pour découvrir la mémoire de l'institution. Et cette mémoire, elle est consignée dans des archives absolument uniques. Il faut imaginer un journal de bord tenu tous les jours sans aucune interruption depuis 1680. Chaque soir, tout y est noté. Quelle pièce a été jouée, qui était sur scène, combien de spectateurs, les recettes. C'est un document historique qui n'a pas d'équivalent. Et pour se donner une idée de l'échelle, juste sur la première période, jusqu'en 1793, on parle d'environ 34 000 représentations enregistrées. C'est tout simplement vertigineux. Le point clé ici, c'est la rareté. Très peu d'institutions culturelles dans le monde ont une mémoire aussi complète. C'est un trésor inestimable pour les historiens qui peuvent savoir non seulement quelle pièce avait du succès, mais aussi comment un théâtre fonctionnait au quotidien il y a 3 siècles. On arrive maintenant à la dernière couche, au cœur du réacteur, si on peut dire. C'est la problématique centrale de la Comédie Française aujourd'hui. Quelle est sa place, sa raison d'être dans le monde moderne? L'ancien administrateur Éric Ruff a très bien décrit cette tension. D'un côté, il y a le théâtre, dont le but est de produire de l'immatériel, de l'éphémère, l'émotion. Et de l'autre, il y a l'entreprise, une machine bien réelle, avec ses 450 employés, ses budgets, sa logistique. Et cette citation d'Éric Ruff, elle résume tout. C'est une relation à la fois nécessaire et tendue. L'art a besoin de moyens pour exister, c'est évident. Mais une organisation, même si elle est gérée parfaitement, perd son âme si elle oublie sa mission première, créer du sens.
Voilà, le véritable enjeu, il est là. Comment on fait pour concilier cette mission de service public, c'est-à-dire rendre la culture accessible au plus grand nombre, tout en faisant face à des coûts qui, eux, ne cessent d'augmenter. C'est l'éternel grand écart. Pour être très concret, si on appliquait une logique d'entreprise pure et dure, il faudrait multiplier le prix des billets par 3, peut-être plus. Et là, on irait totalement à l'encontre de l'idée même d'un théâtre public, d'un théâtre pour tous. Au final, soutenir une institution comme la Comédie Française, c'est un vrai choix de société. C'est dire que certains espaces, même s'ils ne sont pas rentables au sens strict, sont absolument essentiels. Essentiels pour partager des émotions, des réflexions, des expériences, bref, ce qui fait de nous des êtres humains. Et ça nous laisse avec cette dernière question. Dans notre monde actuel, saturé de contenu, d'écrans, de sollicitations permanentes, quelle valeur on accorde à cette expérience si particulière d'être ensemble dans un même lieu au même moment? Quelle est la valeur de cet ici et maintenant que seul le spectacle vivant peut nous offrir? La question reste ouverte.